Un nouveau centre pour traiter les enfants et les adolescents victimes d'abus sexuels verra le jour prochainement à Gatineau. Et on en parle aujourd'hui avec M. Simon Drolet. Bonjour à tous, mon nom est Mathieu Daou et je vous souhaite la bienvenue à cette dernière émission de la saison de Tribune locale. Et je vous présente à l'instant M. Simon Drolet. Il est directeur général du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille, le CIASF. M. Drolet, bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Ça fait plaisir, M. Drolet. Vous avez annoncé dernièrement, en fait le 30 novembre dernier, l'ouverture d'un nouveau point de service à Gatineau et ça va se dérouler en 2017. On va en parler un peu plus tard. Juste avant, si vous le permettez, on va parler un peu de vous. Vous êtes en poste depuis, l'année dernière, mais avant ça, vous avez eu quand même un bon parcours là, dans le monde de la santé, des services sociaux et aussi des services aux enfants en difficulté. Pourquoi ce domaine-là, M. Drolet? Oui, bien c'est certain qu'en santé, comme dans bien d'autres domaines, si on veut faire de la prévention de façon efficace, si on veut avoir une société en santé, là, j'y vais très globalement, là, c'est chez les enfants qu'il faut investir. C'est évident. Pour moi, c'est tellement une évidence que ça me pousse à m'impliquer depuis plusieurs années auprès des enfants. J'ai moi-même 2 enfants, d'ailleurs. Donc, comme père de famille, je vois l'impact que les premières années ont dans le développement des enfants. Je le vois depuis que je suis à l'université aussi. On me le dit. On n'arrête pas de le dire à l'université. Donc, je trouve ça logique. Puis je trouve ça même très humain de faire ce choix-là, de dire, bon, on y va, on s'implique auprès des enfants, parce qu'il y a beaucoup de structures dans notre société qui, à travers les années, je m'en suis rendu compte, là, il y a beaucoup de structures qui font en sorte qu'on laisse nos enfants un peu seuls devant certaines problématiques et on en récolte les défis plus tard. Donc, certains parents n'ont pas certains outils pour aider leurs enfants dans différentes situations, c'est ça? Bien, je pense que les parents, ils font ce qu'ils peuvent. Moi, ce que j'ai vu, c'est des parents, même en situation de grande vulnérabilité, adorer leurs enfants, aimer les enfants. Les parents aiment leurs enfants, toujours. Toujours. Ça, c'est sûr. Sauf dans quelques cas très, très précis où l'attachement n'est pas là. Ça peut arriver aussi, il faut le dire. Mais la grande majorité des parents que j'ai vus aiment leurs enfants. Maintenant, des fois, c'est une question de moyens. C'est une question aussi de vie qui n'ont pas d'allure. Des fois, il y a des parents qui ont des vies tellement remplies de défis que c'est difficile de leur demander de tout faire pour leurs enfants tout le temps. Puis c'est normal, il y a des défis importants. Donc, ça prend du soutien, ça prend de l'accompagnement. Et ça prend aussi une société qui se mobilise dans son entier pour le faire. Donc, oui, les gouvernements ont leur part à faire, ça c'est clair. Je pense que par contre, la communauté a aussi quelque chose à faire dans nos relations communautaires, dans nos relations entre les voisins. Et la communauté d'affaires, ceux qui s'occupent de développement économique, ont également un rôle à jouer là-dedans, je pense. Ceux qui génèrent de la richesse dans notre société ont une part à jouer. Quand on parle de développement urbain, bien, il faut penser tout de suite à du développement social. Nos politiques municipales. En Gatineau, c'est intéressant, on a une politique de développement social, une des meilleures au Québec, moi, je pense. Puis on a un maire qui est très proche du monde communautaire en ce moment. Et on a fait des pas de géant. Et on voit l'impact que ça a sur notre façon de considérer les enfants dans les politiques municipales, mais aussi au niveau provincial, évidemment, puis fédéral. Donc, les organismes qui aident les enfants dans une société, c'est primordial. Et ça, peu importe le sujet, le problème qui est rattaché. Vous avez fait des études universitaires, je ne me trompe pas, en psychologie. Oui. Est-ce que dès ce moment-là, vous saviez que c'était vers l'enfant que vous alliez vous diriger? C'était déjà clair pour moi. C'était déjà clair qu'une action, 1 heure d'action auprès d'un enfant avait, dans plusieurs cas, beaucoup plus d'impact qu'1 heure d'intervention auprès des adultes. Là, vous allez dire, ça dépend des domaines. Oui, je suis d'accord. Puis évidemment, on travaille avec des partenaires, des organismes qui se préoccupent beaucoup des parents. Même chez nous, on a des groupes dédiés aux parents. On trouve ça important de le faire. Par contre, l'intervention enfant, pour moi, est essentielle. On ne peut pas passer à côté. Toujours dans le domaine de la jeunesse, c'est nouveau. Vous êtes nouvellement président du CA, du Cégep de l'Outaouais. Félicitations en passant. Merci. Ça représente quoi pour vous, M. Drolet? Bien, ça va être beaucoup de temps, ça c'est évident. Par contre, ça va être aussi une occasion de développer un des meilleurs outils au Québec, je pense. Le Cégep est un des mieux placés. Ça fait longtemps au Québec qu'on s'est dit qu'on avait un système collégial unique au monde. Là, je pense que c'est le temps de réinvestir dans notre univers collégial. Ça forme des citoyens, ça forme pas juste des travailleurs, le Cégep, ça forme des citoyens. Ça forme des personnes qui ont une meilleure culture générale. Et ça forme des personnes aussi au niveau de l'accueil des immigrants. Les nouveaux arrivants, par exemple, au niveau de la francisation. On ne sait pas trop, mais le Cégep a un rôle très important dans la francisation et dans l'accueil, l'intégration des nouveaux arrivants. Donc ça, je trouve ça important de le dire.
Puis c'est un vecteur de développement culturel, puis nos enseignants au cégep sont extraordinaires. Ils sont extraordinaires. On a une culture collégiale, on va le dire comme ça, mais on a une culture interne très, très, très foisonnante, malgré des compressions majeures qui ont eu lieu depuis une bonne dizaine d'années. On a vu notre financement fondre de moitié, il faut le dire. Par contre, là, on sent qu'il y a une ouverture intéressante qui s'en vient pour le réinvestissement. Le collégial est un outil de développement social important. Parlons du SIASM, justement. Vous êtes actuellement sur le boulevard Saint-Raymond. Ça existe depuis 1987, quand même. Qu'est-ce que c'est exactement, M. Drolet, le SIASM? Bien, c'est un centre pour lutter contre le phénomène de l'abus sexuel chez les enfants. Donc, toute personne confrontée à l'abus sexuel d'enfants est bienvenue chez nous, en commençant par les enfants, évidemment. Les enfants viennent avec leurs parents. Donc, on a des groupes dédiés parents également. Quand je dis du groupe, c'est qu'on privilégie chez nous l'approche de groupe. Parce que l'abus sexuel est un phénomène individuel, dans le sens que l'enfant qui en a été victime a des conséquences individuelles, mais il y a des conséquences familiales, il y a des conséquences sociales. Donc, ça a du sens pour nous d'accueillir ces enfants-là dans un contexte de groupe. Ça normalise des choses, ça amène à développer des habiletés sociales, ça normalise des phénomènes qui sont très souffrants aussi. Okay? Donc, on a aussi des groupes pour les adolescents, la fratrie également. Les frères, les sœurs d'un enfant qui a été victime d'abus sexuels vivent plein de choses. Souvent, la famille a vécu de l'éclatement suite au dévoilement. Et ça prend du soutien. Il faut répondre à plusieurs questions dans l'environnement familial. Donc, en résumé, là, c'est ce qu'on fait. C'est sûr que ces enfants-là, on n'a pas la prétention de pouvoir les guérir de quoi que ce soit. Ça, il faut le dire. Un enfant qui a été victime d'abus sexuels, premièrement, ils ne vivent pas tous avec le même niveau de traumatisme. Chaque enfant vit ça à sa manière. Donc, vous ne les guérissez pas, vous les aidez à se sortir ou vous leur donnez des outils pour se sortir de ces situations-là qui sont du moins assez bouleversantes dans une vie. Oui, c'est très bouleversant. Ça a plein de conséquences. Des conséquences sur le plan individuel, conséquences au niveau des symptômes dépressifs, anxieux, des terreurs nocturnes. Des fois, des conséquences très, très claires au niveau du fonctionnement cognitif. À l'école, c'est difficile. La concentration, la mémoire, toutes ces choses-là. La relation avec l'autre aussi a beaucoup d'impact. Les enfants qui ont été victimes d'abus sexuels, c'est tout l'art de redéfinir ses frontières avec les autres adultes. On a perdu confiance en un adulte, souvent. Mais l'adulte qui a fait ça, dans une proportion de 98 % chez nous, est connu de l'enfant. Donc, c'est tout de réapprivoiser des adultes de confiance dans son entourage, et ça prend de l'accompagnement, ça prend un processus. Il y a des adultes qui abusent sexuellement, mais il y a aussi des adolescents et même des enfants. C'est peut-être quelque chose qu'on sait moins, ça, M. Drolet, mais vous le voyez, vous? Oui, à chaque semaine, on accueille des enfants qu'on appelle au comportement sexuel intrusif, qui, dans leur milieu, ont fait des victimes, effectivement, en utilisant la coercition. On ne parle pas d'exploration sexuelle normale ici. Là. On parle vraiment d'abus sexuels commis sur des enfants, par des enfants. C'est un phénomène qui existe. Ça fait des victimes dans la mesure où il y a eu du leurre, il y a eu de la coercition, l'utilisation de la force, effectivement. Et ces enfants-là, très tôt, ce qu'ils nous disent, ils sont en train de nous lancer des signaux là, aux adultes. Ils nous disent « J'ai des besoins qui ne sont pas répondus, aidez-moi. » Et je ne sais pas trop comment extérioriser ça et ça sort en abus sexuel, j'ai besoin d'aide. Et nous, on accompagne ces enfants-là à travers des processus qui peuvent durer 3, 4, 5, 6 mois, des fois plus, pour soutenir l'enfant et son parent aussi, qui est témoin de ça. Le parent, lui, évidemment, ne sait pas trop par quel bout de prendre ça. C'est plein de mystères pour ces parents-là. Et on arrive à amener l'enfant à exprimer ses besoins d'une façon plus acceptable, d'une façon plus constructive. Et ça fonctionne. La dernière mouture du programme là, qu'on a actuellement est sous recherche avec Isabelle Daigneault, qui est une chercheure de l'Université de Montréal, qui est extraordinaire. On est en train d'avoir des beaux succès là, avec ça. Et l'espoir, c'est de prévenir l'émergence d'adolescents éventuellement qui commettent des abus et éventuellement d'adultes également qui commettent des abus. Je pense que c'est des programmes les plus prometteurs pour prévenir l'abus sexuel d'enfants à sa source. Avant de vieillir et peut-être continuer à le faire à l'âge adulte. Le parent qui observe ça, l'enfant qui a des... comment faire la différence entre une certaine curiosité ou un geste qui est juste un petit peu plus que ça? Comment on fait la différence? Bien, l'exploration sexuelle normale, souvent, ça va se faire à travers le jeu, tout ça. Ces enfants-là, souvent, quand ils vont se faire prendre par un adulte, ils vont être un peu gênés de ça et ils vont respecter les limites imposées par l'adulte suite à ça. Ça, c'est de l'exploration sexuelle normale. C'est consensuel dans le sens où les deux ont participé aux échanges. Il n'y a pas un des deux enfants qui a pris du contrôle physique sur l'autre. Il n'y a pas eu de leurre non plus.
Ça s'est vécu dans le plaisir, dans le fond. Hein? Ça s'est vécu dans le plaisir. Donc, à partir du moment où c'est pas ça, où c'est pas de l'exploration sexuelle normale et qu'il y a un des deux enfants qui en ressort avec des conséquences, avec une perturbation du développement psychosexuel, là, il y a un problème. On a affaire à un enfant qui a utilisé son pouvoir, de la coercition, du leurre, du chantage. Et là, il faut vraiment aller voir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un enfant en vienne à ça et travailler sur ces origines-là. En termes de chiffres, M. Drolet, Ouais. en Outaouais ici, Ouais. il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui se font abuser. Oui. Oui. Comme partout ailleurs, on n'a pas d'indication à l'effet que l'Outaouais est pire qu'ailleurs, à cette étape-ci. Par contre, le CIAF reçoit entre 500 et 600 demandes d'aide par année. C'est ça l'ampleur. Et on sait que 85 des enfants ne dévoilent pas l'abus sexuel. Ouais. C'est une grosse statistique, ça. C'est des chiffres qui sont quand même alarmants. Le fait de ne pas dénoncer en aussi grand nombre un abus sexuel. Donc, il y a tout un travail de sensibilisation à faire également dans la société. Oui. C'est pour ça qu'on en parle de plus en plus. Moi, je suis content de voir qu'on en parle de plus en plus. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ici, d'ailleurs. Oui. Puis je trouve ça génial. C'est récent, je pense, dans l'histoire récente, qu'on puisse en parler aussi ouvertement. Maintenant, j'ai une petite préoccupation, moi. J'entends beaucoup évidemment, les médias rapportent les situations qui font mal, les situations où ça souffre, où il y a de la souffrance, des abus sexuels, etc. Les plus gros cas. Ouais. Évidemment, les plus petits ne sont pas mis en lumière, probablement. Effectivement. Puis, moi, je trouve ça important de le dire à nos enfants. Puis si vous êtes parents, moi, j'en suis, puis je le répète à mes enfants quand même à toute occasion, là. Je ne les harcèle pas avec ça, mais on en parle, à la maison. La sexualité, c'est censé être quelque chose de consensuel. C'est censé être quelque chose de bon. C'est censé être quelque chose d'égalitaire. Il faut le rappeler, ça, parce que quand nos enfants écoutent la télé ces temps-ci, il y aurait toutes les raisons de croire que la sexualité, ça fait peur, ça fait mal, et ça se fait dans l'agression, etc., parce que c'est que ça qu'on entend. On manque de tribunes pour dire à quel point la sexualité, c'est un fondement de notre existence humaine. C'est censé être positif. Et ça, je trouve ça important de le ramener. Bon, ceci étant, quand il y a de la souffrance, il faut s'en occuper aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a des centres comme le nôtre qui existent. Moi, je pense qu'on est en train de s'adresser aux 85 qui ne dévoilent pas. On est en train de leur dire, il y a un coût au dévoilement. Ça coûte quelque chose, dévoiler un abus sexuel. Souvent, la famille va éclater. C'est très coûteux au niveau familial. Souvent, il y a des conséquences sur l'emploi. Parce que si un membre de la famille a été reconnu coupable d'abus sexuel, ça veut dire qu'il s'en va du milieu familial. Ça fait un revenu de moins. Ça a plein d'impacts. Ce qu'on veut dire, nous, comme message, c'est que souvent, le coût de dévoiler est inférieur à celui de ne pas dévoiler. Et c'est ça, tranquillement, qu'il faut dire. Et là, il y a des services disponibles pour eux. Donc, ceux qui dévoilent, il y a un filet pour vous accueillir. C'est ça aussi qu'il faut mentionner. Si vous le permettez, M. Drolet, on va prendre une courte pause. Okay. Au retour, on va parler un peu de l'équipe du CIASP. On va parler aussi du nouveau point de service qui va ouvrir en 2017. Restez avec nous. Partez pas. Vous aussi, restez avec nous. À tout de suite. Bonjour, moi c'est Léonard. J'ai une amputation au bras jambe. Ça, c'est ma prothèse de patin. Quand Léonard patine, on la voit heureuse. Faire du patinage artistique, ça la rend fière. Et Léonard, elle a différentes prothèses pour tous les sports qu'elle pratique. C'est une petite fille très active. Toutes les activités à côté qu'elle peut faire, c'est grâce aux amputés de guerre. Merci les amputés de guerre pour ma prothèse de patin. La première fois que je l'ai fait, j'étais vraiment nerveuse. J'ai même demandé à ma cousine de me rassurer. Comme elle l'avait déjà fait avant, elle savait comment ça se passerait. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait mon premier don de sang. Depuis mon premier don de sang, je ressens le besoin de poser ce geste le plus souvent possible. Et j'ai découvert que se sentir utile et sauver des vies, ça aussi, ça procure des sensations fortes. On va regarder au chaud. Moi, je travaille en français. Merci, Martine. Au bureau, je travaille en français. Au Québec, on travaille en français. Un message d'Impératif français. De retour à Tribune locale, toujours en compagnie de M. Simon Drolet, directeur général du Centre d'intervention en abus sexuels pour la famille, le CIASF. Monsieur Drolet, parlez-nous un peu de l'équipe du CIASF. J'imagine qu'elle a évolué au cours des dernières années. Oui, elle a évolué beaucoup. Moi, je suis arrivé, il y a 1 an et demi à peu près.
À l'époque, il y avait 4 employés, beaucoup de contractuels. Le premier mandat que j'ai reçu, moi, c'est de consolider l'équipe, s'assurer qu'on a une équipe un peu plus volumineuse. Donc là, on est rendu quand même 10. C'est une petite équipe encore, là, mais à 10, on y arrive. Là. On arrive à quelque chose d'intéressant. On arrive surtout à donner des spécialités à chacun des intervenants. Et chez nous, c'est des travailleurs sociaux, c'est des psychologues, des sexologues, des criminologues, tous membres de leur ordre professionnel. Donc, c'est des services professionnels qui sont offerts, mais à une échelle communautaire, c'est important de le dire. Donc, on fait toujours un petit bout de plus pour les personnes qu'on accueille. Depuis un certain temps, on accueille nos enfants avec des collations fraîches. L'accueil est important. Quand les enfants passent le pas de la porte chez nous avec leurs parents, il faut que le premier accueil soit chaleureux, soit riche, soit intéressant. Parce qu'ils cherchent des occasions là, de dire « Ah non, on ne revient plus ici, là, évidemment », parce que ça réveille des blessures d'être là. Donc, le nerf de la guerre chez nous, c'est l'accueil. Donc ça, c'est important. Après ça, c'est la qualité des services. C'est s'assurer que ces services-là soient donnés par des personnes qui s'en font une spécialité. C'est une spécialité, l'abus sexuel. Parce que, contrairement à d'autres domaines où c'est difficile de faire du tort dans l'intervention, en abus sexuel, c'est quand même possible, si on ne sait pas ce qu'on fait, d'aller faire du tort. Hein, ça se peut. Qu'on envoie des mauvais messages à ces enfants-là. On veut leur envoyer des messages de nature à pouvoir se protéger. On veut que ces enfants-là puissent se protéger. Donc, ils apprennent à s'affirmer au niveau de leur espace personnel, au niveau de la bulle, comme on l'appelle. On veut les amener à développer des relations saines avec les autres. Donc, chaque phrase est importante et chaque phrase a un écho dans la tête de ces enfants-là. C'est important de développer cette expertise. Donc, vous assurez vraiment que vos professionnels fassent leur travail comme il faut, c'est normal, mais vous vous assurez également d'offrir une ambiance chaleureuse au CIASP. C'est pour ça la maison aussi. Bon, on y reviendra, mais c'est pour ça. Et beaucoup de formations continues. Donc, nos intervenantes sont souvent dans les congrès pour aller se refaire une tête. Être à jour, oui, c'est important. Les données probantes aussi sont importantes. On a 6 recherches actuellement chez nous actives sur les programmes. Donc, on se base beaucoup sur ce que les parents nous disent et ce que les enfants nous disent au début de la thérapie puis à la fin de la thérapie. Donc, on fait ce qu'on appelle un pré-test, post-test pour s'assurer que ce qu'on livre là, est adapté aux besoins. Programme qu'il faut le souligner, et même exporté jusqu'en Belgique, au Chili. Oui, exact. Donc, ça fonctionne. Oui, c'est ça. Ça a été implanté dans ces 2 pays-là, effectivement. Puis ici, au Québec, dans 8 régions administratives. Et là, à Ottawa, d'ailleurs, dernièrement aussi. Puis c'est une exportation qui vise à... Ça n'a pas de frontières, cette problématique-là. Ça n'a pas de frontières. Il y en a partout. Puis dans le bloc occidental, juste depuis 2 ans, effectivement, le National Internet Watch Foundation, qui est situé en Grande-Bretagne, nous indique qu'il y a une augmentation du volume de matériel de pornographie juvénile en ligne de 300 % depuis 2 ans. C'est considérable. C'est beaucoup, beaucoup. Internet, c'est accessible. Tout le monde peut y accéder. Ça n'a pas d'heure. Hein, c'est n'importe quand, jour, la nuit. Donc, on a des phénomènes nouveaux qui nous poussent à réagir à ça et à donner des services de plus en plus à jour. On a ce souci-là. C'est important. Les services, M. Drolet, sont offerts gratuitement. C'est financé par qui, tout ça? Oui, plusieurs sources de financement. Notre premier bailleur de fonds, c'est le gouvernement du Québec, à travers un fonds qui s'appelle le Programme de soutien aux organismes communautaires, le PSOC, communément. Et ce programme-là augmente d'1 % par année, à peu près, au niveau de l'indexation. On a aussi le ministère de la Sécurité publique du Québec, qui nous donne des sous pour donner des services en délinquance sexuelle, notamment. On a le gouvernement du Canada également, à travers le Santé Canada, qui est le programme PASS, c'est un programme communautaire pour les enfants. Et on a une part de financement populaire, donc du financement communautaire. Donc, monsieur, madame, tout le monde qui se préoccupe de cette problématique-là, qui se dit, moi, j'aimerais vous soutenir parce que je connais quelqu'un dans mon entourage qui a été victime, parce que moi-même, j'ai été victime. Des fois, ça peut se dire aussi. Donc, la communauté nous soutient de plus en plus à chaque année. À chaque année, il y a une augmentation du nombre de citoyens, d'individus qui nous soutiennent. Monsieur Drolet, on y arrive. On va parler de ce nouveau projet-là. Oui. Le CIASP va fêter ses 30 ans au mois d'août 2017 prochain. Et on a annoncé dernièrement l'ouverture d'un nouveau point de service. Parlez-nous de ce projet-là, M. Drolet. Oui, bien, ça, c'est très excitant. Parce que, premièrement, c'est le rêve de la fondatrice du CIAF, qui est Huguette Joly. Une travailleuse sociale de très grand talent, dont l'expertise a été reconnue partout au Québec et ailleurs même. Huguette Joly avait ça comme rêve d'offrir un lieu plus accueillant, plus communautaire, au sein d'une maison, où on pourrait offrir des services adaptés aux enfants.
la majorité des enfants qu'on voit, bien, les agressions sexuelles, les abus sexuels, sont survenus dans le milieu familial, à l'intérieur d'une maison, souvent, hein, la plupart du temps. Donc, pour nous, c'était naturel de proposer un rétablissement dans un milieu qui ressemble à un milieu familial. Donc, chez nous, ça va sentir les muffins, ça va sentir le gâteau, ça va sentir les fruits frais, ça va sentir bon. Et l'accueil va se faire dans un milieu, oui, chaleureux, mais adapté pour toutes sortes de problématiques. On a des enfants qui nous arrivent avec des problèmes de toutes sortes, des troubles d'apprentissage, des troubles de déficit d'attention avec hyperactivité, des fois des troubles d'attachement également. Donc, ça nous prend des lieux où on peut donner du pouvoir à l'enfant aussi sur le cours de sa thérapie. Donc, il va y avoir des salles thématiques aménagées. Un peu sur le modèle du centre d'expertise Marie-Vincent à Montréal, d'ailleurs. Vous êtes fié à ce modèle-là pour le nouveau centre? Bien, on s'en est inspiré un petit peu. D'accord. Ce ne sera pas le même modèle. Il va y avoir des différences importantes. Premièrement, nous, on fait du groupe. Donc, chez Marie-Vincent, on fait surtout de l'individuel. Mais au CIAF à Gatineau, on va offrir des salles thématiques. Au centre Marie-Vincent, duquel on s'est inspiré effectivement un peu, il y a une salle thématique pirate, la forêt, le milieu aquatique, etc. Et l'enfant choisit son lieu de thérapie. Ça, c'est fort. Donc, l'enfant s'identifie au lieu, s'attache au lieu, parce qu'il va être là pendant des mois. Là. Et ces pièces thématiques-là, ça devient davantage propice au traitement. Donc, c'est intéressant. Oui, il faut que le parent voit son enfant évoluer, cheminer, s'amuser. On fait des apprentissages par le plaisir aussi, là, au CIAF. Là. Donc, c'est important de mentionner que l'enfant apprend par le jeu, dans tous les domaines et à tous les âges. Donc, on a des groupes adaptés pour les 3 à 5 ans, donc c'est certain qu'il va y avoir des salles aménagées pour ça. Et les parents sont dans la thérapie avec les enfants, donc ça prend des lieux très accueillants. Où il sera situé, ce nouveau point de service-là? On a 4 prospects actuellement. Donc, c'est super excitant, ce projet-là, parce qu'on veut trouver la maison la mieux... Idéale, c'est ça. D'ailleurs, elle est déjà bâtie, la maison. On ne la bâtira pas de zéro. Mais on a eu un don jusqu'à concurrence de 320 000 $ pour faire l'acquisition de cette maison-là. Et le CIAF, vu qu'on n'a pas d'expertise en gestion de bâtiment, bien, nous, on va louer cette maison-là à long terme. Et la campagne actuelle qu'on a lancée le 30 bien, vise à aménager l'intérieur de la maison pour que ce soit le plus adapté possible. Et on a compté sur des partenaires pour faire ça. L'an dernier, vous avez vécu une croissance des demandes de services de 16 %. C'est une des causes majeures de l'idée de construire ce nouveau point de service-là? Effectivement. Puis l'idée, c'était qu'en aménageant une maison comme celle-là, on augmente notre capacité d'accueil de 50 %. C'est beaucoup. Oui. Ça va faire du bien. Les horaires vont être plus faciles à aménager. Les intervenants vont être plus à l'aise aussi. Là. Et l'ancien, ou plutôt le point de service actuel, restera toujours ouvert. Donc, il va y en avoir 2 maintenant et ça va répondre à une demande grandissante. Oui, d'accord. Absolument. Ça va nous permettre de restructurer d'ailleurs l'offre de services, en ceci que dans le lieu actuel, bien, ça va vraiment être les services en délinquance sexuelle qui vont être offerts, donc sur le boulevard Saint-Raymond. Et dans la maison, bien, ça va être dédié aux enfants et aux familles qui ont été victimes d'agressions sexuelles, d'abus sexuels. Autre que l'infrastructure, vous dites que vous voulez, avec ce nouveau point de service-là, offrir une meilleure occasion de rétablissement. De quelle façon vous allez faire ça? Bien, chaque programme qu'on a des modalités d'apprentissage très diverses. Exemple, on utilise l'art dramatique, beaucoup. Donc, on va créer des espaces mieux adaptés pour ça. Donc, on va en profiter pour installer du matériel audiovisuel plus adapté, par exemple. On va en profiter pour avoir aussi du matériel plus adapté pour les 3-5 ans, par exemple. Les 3-5 ans, bien, ça joue à genoux. C'est des enfants. Donc, ça va prendre des planchers aménagés pour ça. On va aménager des planchers de liège pour les petits genoux des enfants. C'est un exemple. Là, il va y avoir des locaux aussi où on va pouvoir accueillir des enfants qui ont des profils cliniques plus complexes. Exemple, des enfants qui ont un syndrome d'Asperger, par exemple, ou sur le spectre de l'autisme, qu'on appelle. Des enfants qui ont une déficience intellectuelle légère et qui ont été victimes, sont plus vulnérables, ces enfants-là, à l'abus sexuel. Hein? Donc, une salle aménagée pour ces enfants-là, bien, c'est des salles aménagées pour qu'elles soient plus sécuritaires, par exemple, pour l'intervention. Des choses comme ça qu'on va proposer. Et, bien évidemment, aménager pour que l'enfant se sente bien accueilli. C'est beaucoup ça aussi. Nous, on est ouvert la fin de semaine aussi. Hein? Donc, jusqu'au dimanche, les locaux sont ouverts parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc, c'est 7 jours sur 7? C'est 6 jours sur 7 actuellement. 6 jours. Effectivement. Le samedi, là, on se garde un petit... On est fermé. On prend une petite pause. Oui. Il faut se reposer quand même. Oui, quand même. Puis, le reste de la semaine, bien, c'est le soir, c'est le jour. On les accueille dès l'âge de 3 ans.
Mais à partir de 6 ans, 5 ans, les enfants de l'école, et sur des durées comme ça, il faut que l'enfant continue à aller à l'école. On ne peut pas pénaliser l'enfant pour qu'il suive sa thérapie. Donc, l'intérieur va nous être proposé par la firme A4 Architectes, 4 jeunes architectes de la région, extrêmement prometteuses, très dynamiques, qui nous ont proposé l'intérieur. Soutenu par Brookfield, qui nous donne 15 000 pour aménager l'intérieur également. Soutenu également par Baudry-Bertrand, avocat et associés, avec l'équipe de Séguin et Fils, qui sont 2 entreprises qui ont accepté de nous offrir la mise de fonds et l'achat de la maison dans son entier. Donc, plein de beaux partenaires qui vont vous aider à concrétiser ce projet-là. C'est intéressant. Ouais. Du même coup, vous avez fait le lancement d'une campagne de financement. Ça s'appelle Un pied à terre. Ouais. J'ai jamais vu ça dans la région. C'est superbe. Et ça consiste à créer une œuvre d'art. Expliquez-nous ça, M. Drolet. Oui. Bien, nous, l'art, c'est très utilisé par nos enfants. On utilise beaucoup l'art en thérapie. Et le papillon monarque, on sait de tout temps, depuis plusieurs années, c'est un symbole thérapeutique fort pour nos enfants. Le papillon monarque, c'est un spécimen fascinant. Je prends un petit détour pour vous dire que le papillon monarque, dans le fond, c'est un spécimen fragile, vulnérable quand même, mais très fort parce qu'il fait quand même 4000 km pour aller vers le Mexique à chaque année. C'est maintenant une espèce en voie de disparition, on l'a appris récemment, mais c'est un spécimen qui s'autoprotège aussi très bien des prédateurs. Donc, il y a une analogie à faire là. On apprend aux enfants à se protéger sur la base de ce que le papillon monarque fait. Et cette œuvre d'art-là, c'est une œuvre géante de 3 mètres qui va être composée de 2500 pièces métalliques trempées en aluminium et que l'artiste Mustapha Chadid, qui est un métallurgiste exceptionnel, là, a accepté de nous souder un par un et sur lesquelles plaques vont être gravées les initiales ou le nom de toutes les personnes qui nous ont soutenus à coût de 100 $ dans cette campagne-là. Donc, quelqu'un de la communauté qui nous écoute, qui dit « Moi, j'y crois, puis je veux y aller avec vous autres », donne 100 $ à la cause. Pour une pièce. Exactement. Donc, on achète la pièce. Et cette œuvre-là va être inaugurée sur le parterre de cette maison-là, en arrière, évidemment. Et les enfants qui vont en 2 blocs de thérapie là, venir voir l'œuvre vont demander « C'est quoi ça? » On leur dit « Bien, c'est un papillon monarque, mais c'est au moins 2500 personnes, si ce n'est pas 3000, qui croient que tu as le droit d'être protégé, tu as le droit d'être soutenu, puis tu as le droit à des services de qualité. » Très intéressant. Comment les gens peuvent, très rapidement, l'émission se termine, comment les gens peuvent contribuer à la campagne? Bien, en ligne, c'est très facile. Donc, www.ciasf.org. On peut donner en ligne sur une plateforme sécurisée ou on peut venir chez nous en personne, donc au 92 Saint-Raymond, bureau 400A. Monsieur Drolet, ça a été un plaisir de jaser avec vous du CIASF. Merci. On se revoit très bientôt. Mais merci et bonne chance pour ce tout nouveau projet. Au plaisir. Merci beaucoup. Plaisir. C'était la dernière mission de Tribune locale avant le retour des fêtes. Mon nom est Mathieu Daou. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve après le temps des fêtes. Au revoir.